Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il part aux quatre coins de la planète pour partager avec nous les plus grands enjeux géopolitiques de notre monde, culture, société, climat et bien plus encore. Il nous aide à comprendre le monde. Il s'appelle Mister Geopolitics et on part à sa rencontre dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Vous nous emmenez dans un lieu emblématique de la capitale parisienne, le Dôme des Invalides, puisque vous avez assisté récemment à un spectacle immersif et haut en couleur. Absolument, le bâtiment il est complètement revisité par un spectacle son et lumière de 50 minutes intitulé Aura. On y fait un tour tout à l'heure. Et puis c'est notre question du jour. Comment faire apprendre aux élèves des concepts clés de leur scolarité tout en s'amusant? Comment peut-on créer aussi des environnements ludiques qui stimulent leur curiosité et leur créativité? Comment encourager aussi leur soif de connaissances à travers l'expérience d'une chef d'entreprise qui a pris ce sujet à cœur? Et bien justement, on va voir que les cours de sciences et d'art parfois changent un peu de programme avec notre invitée du jour. Elle s'appelle Isabelle Van Everbroek. Elle est la cofondatrice et présidente d'Atorica. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippine. Bienvenue dans l'émission. De tout ça, on va en parler dans un instant, mais d'abord, focus. Ils sont près de 200 000 à regarder ces vidéos pour mieux comprendre les enjeux du monde qui nous entoure. Depuis 2016, Gilda Leprince, alias Mister Geopolitics, a créé sa chaîne YouTube qui ne cesse de grimper et c'est justement parti pour cette découverte avec Xavier Terrade. Salut les aventuriers! Salut les aventuriers! Les aventuriers de Mister Geopolitics sont près de 200 000 à suivre Gilda Leprince sur sa chaîne YouTube. Une chaîne lancée en 2016 dans laquelle il nous fait voyager aux quatre coins du monde et permet de mieux comprendre les enjeux géopolitiques. L'Arctique, la Palestine et la Guyane, entre autres, n'ont plus aucun secret pour lui. Son voyage sur le Charles de Gaulle a aussi marqué les esprits. Le porte-avions Charles de Gaulle peut parcourir 1000 km en 24 heures. J'ai pu passer 6 jours à bord. En 2019, Mister Geopolitics faisait le point sur sa chaîne YouTube qui ne cessait alors de gravir les échelons. En 3 ans et demi, la chaîne est passée de ça, approfondir mes connaissances sur ces sujets-là, au volume total d'hydrocarbures déversés dans la nature, La moyenne des océans est de 3800 mètres. à ça. le Japon, l'Inde. C'est parce que ça permet d'envoyer dans l'espace. Les productions se sont professionnalisées et sacrément alourdies. Puisque j'ai relativement peu de moyens, je suis contraint de tout faire tout seul. Gilda Leprince appelait alors ses abonnés YouTube à le soutenir financièrement, dévoilant les coulisses de ses vidéos. Il m'a fallu 42 jours pour réaliser 2 épisodes au Svalbard. 4 jours de travail de recherche et de lecture, 4 jours d'écriture, 10 jours de tournage où l'on s'est rendu sur place, une fois de retour, 22 jours de montage, de réalisation des cartes et de post-production, 2 demi-journées de tournage d'interviews d'experts qui ont eu lieu à Paris, et 2 demi-journées d'enregistrement de la voix off. Avec autant de travail, cela permet à Mister Geopolitics de proposer une nouvelle vision du monde. Salut tout le monde, ici Mister Geopolitics. L'objectif de cette vidéo, c'est de mieux comprendre l'insécurité au Sahel et de mieux connaître les membres qui composent les organisations djihadistes de la région. Le youtubeur cartonne aussi sur TikTok où il a plus de 118 000 abonnés. Le succès de Mister Geopolitics s'est aussi décliné en librairie. Un jeu de société a même été commercialisé. C'est une box qui connecte les enfants à l'art et à la nature, qui les sensibilise à l'expérimentation et à la recherche par soi-même. Ça s'appelle Atorica et c'est à nouveau une très belle initiative qu'on a le plaisir de vous présenter dans l'école du futur aujourd'hui. On en parle dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, en visioconférence et dans l'émission pour nous en parler, Isabelle Van Everbroek. Vous êtes la cofondatrice et présidente d'Atorica pour enseigner aux enfants l'art et les sciences et faire parler ces deux mondes que pourtant tout semblait tout opposés. Vous alliez justement théorie, pratique et jeu grâce à Atorica, des box pour enfants qui viennent stimuler leur créativité, leur curiosité, leur imagination aussi. D'abord, une première question Isabelle pour commencer. Qu'est-ce que ça signifie Atorica ? Alors, Atorica est composé de 2 mots, donc essentiellement en japonais. Donc, vous avez Ato qui signifie art en japonais et Rika qui signifie science.
Et comme on le sait, l'art et la science sont extrêmement liés. En tout cas, c'est je dirais le sujet principal d'Atorica, c'est de remettre ce lien qui est indéniable en fait entre l'art et la science, et de redonner aux enfants l'intérêt de découvrir ces deux thématiques qui sont malheureusement aujourd'hui boudées par les enfants. Et c'est justement parce qu'elles sont boudées par les enfants que vous avez créé cette entreprise dans un contexte, on va le rappeler, quand même assez particulier. Vous êtes la maman de 2 enfants HPI, au potentiel intellectuel, et depuis leur plus jeune âge, vous pratiquez avec eux tout un tas d'activités, des expériences aussi pour stimuler leur imagination et leur créativité. Vous venez donc les nourrir intellectuellement. C'est aussi dans ce cadre que vous venez créer Atorica. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, tout à fait. Alors, on est parents de 3 enfants, mais dont 2 qui sont encore à la maison. Le 3e a pris son envol d'adulte, on va dire. Et concrètement, on a toujours été très ouverts à l'art et à la science à la maison, en proposant des activités, en proposant de découvrir différemment des concepts scientifiques comme le cycle de l'eau, par exemple, ou évidemment regarder une peinture célèbre avec un œil tout à fait ludique, et permettre aux enfants de s'ouvrir au monde qui l'entoure, aussi bien côté scientifique que côté artistique, afin de leur donner toutes les clés pour préparer leur vie d'adulte et pouvoir leur permettre de faire des choix et surtout de créer des adultes épanouis. Donc on faisait énormément d'activités je dirais extrascolaires à la maison, et pendant le confinement on s'est dit mais c'est un peu dommage de le garder uniquement pour nous. Donc du coup, on a travaillé avec mon mari, parce que c'est une entreprise familiale, on a travaillé pour créer ce concept. Et aujourd'hui, on se dit vraiment créateur de jeux ludo-éducatifs permettant aux enfants de découvrir l'art et la science complètement différemment, par la mise en pratique, par je dirais, la réussite personnelle. Et de redonner confiance, eux-mêmes de se redonner confiance dans leur réalisation, et comment dire, de recréer ce lien, comme je le disais juste avant, de recréer ce lien entre l'art et la science. Donc Atorica, c'est des box en fait qu'on reçoit à la maison, c'est ça ? Alors, le tout premier produit, ça a été des box à faire à la maison. Initialement, on souhaitait ouvrir un local pour permettre aux gens de venir sur place et de réaliser, selon leur envie, des activités scientifiques ou artistiques. Mais concrètement, c'était une période Covid, post-Covid, donc très sensible aux mesures sanitaires, etc. Donc on s'est limité directement, je dirais, à un produit plutôt à réaliser chez soi. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de travailler sur d'autres produits ludo-éducatifs qui permettent aussi aux enfants de découvrir autrement l'art et la science, en fait. Ce que vous leur permettez aussi aux enfants, c'est d'apprendre par le jeu. C'est au cœur de votre pédagogie aujourd'hui. Vous envoyez un impact sur les enfants qui utilisent Atorica ? Oui, tout à fait. Beaucoup d'études montrent aujourd'hui que l'apprentissage actif est plus efficace, en tout cas dans la durée, qu'un apprentissage passif. Et malheureusement, l'enseignement aujourd'hui est beaucoup plus passif que actif. On demande de moins en moins aux élèves d'être créateurs, d'être acteurs de leur réalisation, en fait. Outre le fait, dans les TP de sciences ou alors dans les activités d'art plastique, mais sur des théories de physique, des théories mathématiques, ou alors, je dirais, une autre dimension qui est des soft skills de prise de confiance en soi. C'est très difficile pour l'enseignant de mettre ça en pratique dans son cours, c'est très coûteux aussi, et donc du coup nous on amène cette complémentarité par rapport à l'éducation théorique que l'enfant va avoir à l'école, et nous on lui apporte donc le côté pratique pour mieux assimiler cet apprentissage. Quel type d'activités justement proposez-vous aux enfants ? Des activités, on l'a compris, à la fois scientifiques et artistiques. Comment sont-elles mises en place pour encourager justement aux enfants l'apprentissage de ces deux matières que pourtant tout semble opposer ?
Alors oui, comme vous dites, elle semble tout à fait opposée, sauf que si on remonte pas très loin dans le temps, on a un très très bon exemple qui est Léonard de Vinci, qui était aussi bien scientifique que artiste. Hein. On le connaît avec ses machines volantes et des peintures comme la Joconde. Donc la barrière entre l'art et la science sont vraiment minimes et malheureusement aujourd'hui on a mis vraiment chacun de son côté. L'artiste va se dire beaucoup trop créatif pour être logique et le scientifique va se dire mais non, moi je suis trop logique, j'ai aucune créativité, etc. Donc on veut vraiment au cœur de nos activités redonner cette confiance de se dire qu'un squentifique peut être tout à fait créatif et vice-versa. Et donc ça passe par tout un processus de quelle est l'activité qui détermine le mieux l'art et la science. Donc là, vous avez montré juste auparavant une boîte d'art abstrait. On est tout à fait dans le lien entre l'art et la science, parce que vous allez avoir, je dirais, la conception créative d'une forme totalement abstraite, et donc vous allez apprendre aussi culturellement les précurseurs de l'art abstrait, mais vous avez aussi toute la partie géométrie, toute la partie proportionnelle, etc., qui fait que ce lien art et science est vraiment présent en fait. Vous avez déjà vendu, si mes chiffres sont bons, plus de 400 box. Quelle a été votre recette magique pour vous faire connaître justement auprès des enseignants aussi, puisque vous travaillez avec eux ? Alors, malheureusement, on n'a pas la recette magique, sinon on serait au-delà des 400 box, espérez. Mais en fait, je peux dire que la première des qualités, c'est la persévérance. L'autre, c'est aussi, je dirais, le développement du réseau. Et puis évidemment, il faut avoir, je dirais, un produit qui est... alors pas de première nécessité, justement on le voit bien qu'aujourd'hui c'est assez compliqué puisque les ménages mettent plus de moyens sur des produits de première nécessité que sur des loisirs, etc. Mais on sent vraiment l'engouement du grand public sur des choses vraiment importantes qui est donc l'éducation et l'ouverture de leurs enfants au monde qui les entoure. Donc on ne désespère pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue et qu'on s'accroche. On sait que ça prendra du temps pour être, je dirais, pour devenir quelque chose d'inévitable. Tout comme ça prend du temps de mettre en place des procédures pour éviter le réchauffement climatique, la prise de conscience, etc. Mais on est tout à fait confiant et c'est pour ça qu'on continue, on développe d'autres produits et à un moment donné, on tombera forcément sur une bonne personne qui nous dira mais votre truc c'est génial, j'investis dedans et on met à fond dans la publicité. Donc voilà. Donc il n'y a pas forcément de recette magique, mais en tout cas la persévérance, je pense que c'est la première des qualités qui permet à un projet de démarrer et de s'accrocher et de continuer à être tout le temps motivé. Merci. Bien évidemment, on a la chance d'avoir aussi des ventes. Merci beaucoup Isabelle en tout cas pour cette belle leçon d'optimisme. Vous permettez aussi aux enfants de se construire par l'expérimentation, c'est votre credo, c'est au cœur de votre pédagogie. Vous trouvez que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez aujourd'hui en France ? Oui, tout à fait. Personnellement, je pense sincèrement que des cours de travaux pratiques devraient être là dès le plus jeune âge, en fait. On devrait pouvoir comprendre, par exemple, des concepts comme l'électromagnétisme en réalisant des expériences. On pourrait comprendre la notion de chromatographie en faisant justement l'expérience que vous avez mise juste auparavant, des différentes tubes à essai avec différentes solutions diluées, etc., etc. Donc, ce sont
des activités qui permettent justement à ces enfants de prendre conscience et surtout, c'est ce que je disais auparavant, c'est que ça remet un apprentissage actif qui est beaucoup plus efficace que l'apprentissage passif. Malheureusement, c'est vrai que l'éducation nationale, bon, on tend vers cette, je dirais, vers cette nouvelle méthode. Pour autant, c'est pas encore forcément assez rapide comme beaucoup et c'est au détriment des enfants en fait. Et bien justement, on va continuer à en parler dans un instant, Isabelle. Mais juste avant de continuer à évoquer l'art et les sciences chez les enfants, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. He's quick. Oh, he's wicked. He's blowing. I race him, Joe, race him. Oh, we doen volgens mij al. Zo'n haas is een motorbike. Oh, he's wicked. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Isabelle Van Everbroek, cofondatrice et présidente d'Atorica. Et juste avant de reprendre, Isabelle, nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, avec vous, direction le Dôme des Invalides à Paris, où se tient depuis le 22 septembre un spectacle absolument incroyable, immersif aussi, nommé Aura, qui est organisé conjointement par le Musée de l'Armée et l'opérateur culturel Cultival. Tout à fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas Cultival, c'est un organisateur de visites culturelles qui sont absolument détonnantes. Le jeu de piste Arsène Lupin à l'Opéra Garnier, c'est eux. Ils sont aussi organisateurs des Francs-Mac à Paris ou de Paris, ville du crime. Alors pour ce nouveau projet, ils se sont associés au Musée de l'Armée, ce haut lieu qui est situé à l'hôtel des Invalides où fleure bon l'odeur de la patrie victorieuse.
écrin pour ceux qui portent très haut l'uniforme ou pour ceux qui préfèrent l'enlever cet uniforme. Tout rappelle la guerre jusqu'aux fenêtres des bâtiments où l'on voit partout d'innombrables canons, des canons et toujours des canons. La visite, elle a commencé en fait dans le grand salon du musée des Invalides avant que les équipes nous invitent à rejoindre le chef-d'œuvre architectural des Invalides, la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Qui est connue pour son dôme. Absolument. On continue donc encore juste une seconde la visite avant de nous rendre au spectacle. Le dôme des Invalides, c'est un monument érigé par Louis XIV en 1706, tout entier surmonté de dorures, le guilty pleasure du roi Soleil. C'est le panthéon des gloires militaires et la dernière demeure de l'empereur Napoléon avec son cercueil en toute modestie, fait de dizaines de tonnes de porphyre de 4 mètres de large par 4 mètres de haut. Tout ça pour le petit empereur de 1m68 qui était Napoléon. J'ai la même taille que lui, donc je connais ses mesures. Alors, quid donc du projet Aura ? C'est à la hauteur de la charge d'histoire du monument. Son ambition, c'est de faire dialoguer patrimoine historique et prouesse numérique, avec un spectacle de 50 minutes ayant pour personnage principal le monument lui-même, le tout sur fond de chorégraphie lumineuse et de musique orchestrale. Je crois que vous nous avez ramené des images, on a hâte de les découvrir. Absolument. Alors, concepteurs lumière, artistes 3D, réalisateurs multimédia, ils ont souhaité tous être au plus près du monument. Le spectacle, il se déploie en 3 mouvements, construction, mémoire et élévation, et pour chacun, leur travail de mise en lumière a consisté à faire apparaître et disparaître chaque ligne de l'architecture de Jules Hardouin-Mansart, chaque médaillon historié, chaque niveau de coupole, a révélé le baldaquin fait sur le modèle de celui de Saint-Pierre de Rome, a animé des paysages de feu ou des paysages de mer animés qui replongent dans les batailles terrestres et navales de la Première Guerre mondiale, vrai hold-up lacrymal, à faire place belle à la belle époque, celle de la Tour Eiffel quand elle était peinte en rouge, le tout fini par des ambiances multicolores, des véritables feux d'artifice lumineux et un ensemble de faisceaux lumineux reliant la coupole à la crypte. On le voit on le voit maintenant. Leur visée, c'est de rendre visible l'invisible. Thibaut Manchon, directeur de Cultival, nous a accueillis en nous disant « Oubliez tout ce que vous savez et prenez-vous à rêver ». Et cette volonté d'aller chercher l'aura, l'atmosphère qui entoure une chose, justement, elle se trouve dans cette histoire de la France qu'on préfère évoquer plutôt que de raconter. C'est justement aussi une véritable prouesse. Comment sont-ils parvenus à faire une pareille chose ? Alors, les équipes de Cultival, elles ont fait appel au savoir-faire canadien de leurs confrères de Moment Factory. Et c'est d'ailleurs de retour d'une visite à la basilique Notre-Dame de Montréal qui avait été investie par Moment Factory dans l'avion que les équipes de Cultival ont eu l'idée d'adapter le concept au patrimoine français. Et il a fallu près de 2 ans de travail pour arriver au résultat final, mobilisation de près de 80 personnes de l'un et de l'autre côté de l'Atlantique, parce que le spectacle Aura, c'est en effet 3500 mètres carrés d'images diffusées dans l'ensemble du monument. C'est une photogrammétrie précise du lieu, de chaque médaillon, corniche, arête, de cannelure, la création d'un mapping sur mesure, le tout sans qu'un seul vidéoprojecteur ne soit visible, dans le but évidemment de préserver la magie du monument, et l'ensemble avec une musique orchestrale qui devait prendre en compte les 9 secondes d'écho qui sont liées à l'acoustique du lieu. Paris réussi, le défi était donc de taille et il a été fait en étroite collaboration avec les équipes du général de Medledge, qui est donc directeur du musée de l'armée. Et il faut dire que franchement, c'est assez éblouissant. C'est tous les soirs de 19 à 19h50 et à 21h20. Et certaines dates sont déjà complètes. Donc, courez-y. Je suis invitée par une petite bestiole. Mouche. Allez-y donc. Bon, et je sais justement ce que je vais faire la semaine prochaine grâce à vous, Jeanne. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, nous, on va continuer à plonger dans l'univers des arts et des sciences où la curiosité est encouragée par Atorica. On continue d'en parler avec sa cofondatrice dans la 2e partie du talk.
Isabelle Van Everbroek, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes la cofondatrice et la présidente d'Atorica. Alors j'avais une autre question à vous poser, un petit peu plus générale aussi, puisque vous êtes nombreux sur ce créneau de l'apprentissage des sciences, de l'art. Comment vous arrivez justement à vous démarquer de vos concurrents ? Alors, en fait, pour se démarquer de la concurrence, on part du principe que il est à la fois intéressant pour l'enfant de pratiquer et à la fois intéressant de délivrer de la théorie, mais différente par rapport à ce qu'il a appris en classe. Et cette théorie, on va la diffuser via une application, donc application Atorica, qui lui permet aussi d'avoir un mode opératoire, un tutoriel pas à pas, qui va lui permettre de gagner en autonomie parce que les vidéos sont faites de façon à rendre, je dirais, l'utilisation de la boîte et la réalisation de l'atelier très facilement et dans cette application, dans ce tutoriel, on va donc mêler la théorie, la mise en pratique et bien évidemment le côté ludique avec des quiz pour permettre aussi à l'enfant d'assimiler les informations et surtout de les rendre, de les redonner et d'être gratifié par des points d'expérience, par des badges, par des mascottes très amusantes qui vont l'encourager et qui vont lui délivrer de la dopamine, tout simplement. Apprendre par le jeu, effectivement, c'est votre différence. Alors, Isabelle, j'avais une autre question, parce que devant une peinture, devant une sculpture, Jeanne vient de nous en parler dans sa chronique, chaque regard, chaque interprétation est différente. Qu'a voulu dire l'artiste? Qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message? Pourquoi il a utilisé aussi telle ou telle couleur? Jeanne, vous nous en parliez. Les enfants ont chacune leur réponse, et elles sont souvent généralement très différentes de celles des adultes. Les enfants voient dans les œuvres des choses que nous ne voyons pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Tadei qui explique qu'il trouve des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Est-ce que vous partagez aussi son point de vue? C'est ce que vous voyez auprès des enfants qui utilisent Atorica aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le regard qu'ils peuvent apporter est tellement naïf et il n'est pas encore, on va dire, formalisé par rapport à la société, en fait. Et donc, du coup, ils osent aller à l'encontre complètement des codes, tout simplement. Et je trouve que c'est hyper intéressant, justement, en ce sens, parce que ça nous permet, nous aussi, d'adultes, d'apporter quelque chose de supplément et surtout d'ouvrir cet enfant dans sa construction personnelle et de lui assurer que ce qu'il dit, ce n'est pas faux, c'est juste son regard personnel et il faut qu'il l'exprime. Et bien justement, Jeanne, je vais vous poser la même question quand il est question d'art. Est-ce que les enfants et les adultes se retrouvent sur un point que ça fait tous de nous des enfants face à l'art? Quand on regarde une œuvre, quand on regarde justement cette exposition dont vous nous avez parlé, est-ce qu'on est tous quelque part un peu enfants? Moi, je pense à une phrase je crois que c'est Picasso qui disait il m'a fallu 10 ans pour apprendre à dessiner et toute une vie pour désapprendre à dessiner et pour redevenir un enfant. Et je pense qu'on peut retrouver l'enfance et le regard neuf en ouvrant ses perspectives, en découvrant différentes choses. Mais j'ai quand même un peu une question, moi, pour madame, qui est que, par exemple, vous parliez de Léonard de Vinci, qui en effet faisait des machines et en même temps la Joconde, ou Kandinsky, qui fait des œuvres qui invitent la géométrie. Tout n'oppose pas l'art et la science, mais vous, qu'est-ce que vous voyez vraiment comme point commun aux deux domaines, vraiment comme point de base des deux domaines? Alors en fait, c'est très simple, il suffit de regarder le monde qui nous entoure en fait. Vous n'allez pas avoir une nature, il suffit de... Alors je vais vous prendre un cas concret, ça va être le plus parlant en fait pour tout le monde. Si vous prenez un chou romanesco, le chou romanesco, la nature lui a fait faire cette forme
totalement exceptionnel qui va chercher des principes de physique, des principes scientifiques en tout cas, et pour autant ça reste de la nature, ça reste ce côté artistique qui a été créé naturellement en fait, tout en faisant ce lien avec le côté physique, parce qu'on pourrait très bien étudier, d'ailleurs c'est une forme qui est très étudiée, et pour autant ça reste naturel, c'est très artistique, etc. Donc c'est ce lien qu'on essaye de recréer avec les enfants en leur expliquant que quand vous allez, par exemple, on a une expérience qui est l'avalanche de mousse. L'avalanche de mousse, on a une réaction chimique qui se produit et en fait on invite l'enfant à ajouter des colorants naturels pour créer ce lien entre l'art et la science. Ça n'enlève pas le fait que cette réaction chimique est vraiment scientifique et l'enfant va comprendre ce qui se passe scientifiquement, mais ça va lui permettre aussi d'ouvrir au côté artistique. Le fait de mélanger des colorants ensemble va donner une autre dimension à cette avalanche de mousse en fait, et c'est ce qu'on essaie de faire dans toutes nos expériences. Justement, apprendre par l'expérimentation. C'est ce que vous faites chez Atorica, et ainsi se conclut notre émission qui nous rappelle que l'apprentissage peut être fun aussi, une aventure empreinte de créativité où la science et l'art s'entremêlent aussi. On l'a vu avec la chronique de Jeanne Dreyfus. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Isabelle Van Everbroek, cofondatrice et présidente d'Atorica, d'être venue nous parler d'Atorica dans l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve très très vite dans l'école du futur. Ciao.